Abordons maintenant la notion d'intégration synaptique. J'espère que vous vous rappelez de la première partie du cours dans laquelle nous avons présenté les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des neurones, et notamment de cette diapo sur les dendrites. Donc les dendrites, qui représentent les structures réceptrices des neurones, reçoivent généralement les potentiels postsynaptiques de nombreux autres neurones. Vous avez représenté ici un neurone postsynaptique qui reçoit les afférences de nombreux autres neurones. Tous les boutons synaptiques de ces neurones peuvent potentiellement agir sur le potentiel transmembranaire du neurone postsynaptique. Mais comment s'intègre cette multitude de potentiels postsynaptiques? Eh bien, c'est l'objet de cette section du cours. Pour commencer, rappelez-vous que les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique ouvrent des canaux ioniques qui vont laisser diffuser dans la membrane du neurone postsynaptique des ions chargés positivement ou négativement, qui vont mener donc à des dépolarisations ou à des hyperpolarisations locales de la membrane. Dans le cas d'une dépolarisation générée par un flux entrant de cations, on parle de potentiel postsynaptique excitateur, donc PPSE, et dans le cas d'une hyperpolarisation générée par un flux entrant d'anions, comme les ions Cl-, on parle de potentiel postsynaptique inhibiteur, PPSI. Ces différents potentiels postsynaptiques, ce sont des potentiels gradués qui modifient la probabilité que le neurone postsynaptique produise un potentiel d'action. Donc petite piqûre de rappel, les potentiels gradués, je vous rappelle qu'ils modifient le potentiel de membrane, mais de façon infraliminaire, c'est-à-dire sans permettre à la membrane postsynaptique d'atteindre le potentiel seuil de moins 50 mV. Les potentiels postsynaptiques qui sont générés au niveau des dendrites, eh bien, ils perdent en intensité au fur et à mesure qu'ils parcourent la membrane du neurone pour rejoindre la zone gâchette où prennent naissance les potentiels d'action. Prenons l'exemple ici d'un neurone postsynaptique qui reçoit les connexions de 4 axones, en rouge, qui génèrent des PPSE d'amplitude similaire, mais qui sont toutefois plus ou moins éloignés de la zone gâchette du neurone postsynaptique, encadrée en rouge ici. Donc si l'on enregistre l'intensité du courant généré par ces différents PPSE au niveau de la zone gâchette, en stimulant indépendamment chacun des 4 axones, on constate effectivement que l'axone le plus proche, donc l'axone numéro 1, génère le PPSE le plus ample, alors que l'axone le plus éloigné, donc le numéro 4, produit le PPSE le plus faible. Cela illustre le fait que ces PPS sont des potentiels gradués, donc décrémentiels, c'est-à-dire qu'ils perdent en amplitude avec la distance parcourue. Continuons avec des exemples spécifiques et regardons ce qui se passe au niveau de la plaque motrice ou jonction neuromusculaire, qui représente donc la partie qui connecte un neurone moteur et une fibre musculaire. Donc les potentiels d'action, ils atteignent le bouton synaptique des neurones moteurs, entraînent une entrée d'ion calcium qui provoque l'exocytose des véhicules contenant l'acétylcholine, dont je parlais tout précédemment. Donc l'acétylcholine, en se fixant sur la membrane musculaire, sur les récepteurs de la membrane musculaire, elle va permettre l'ouverture de canaux Na+ chimiodépendants. Le flux entrant dont sodium génère alors un PPSE qui rapproche le potentiel membranaire du potentiel seuil, augmentant ainsi la probabilité qu'un potentiel d'action se produise au niveau de la fibre musculaire. Pour rappel, cette probabilité augmentera si le nombre de neurotransmetteurs libérés est plus important, car cela permettra l'ouverture de plus de canaux Na+ chimiodépendants. Si l'on remonte la chaîne, rappelez-vous également que le nombre de neurotransmetteurs dépend de la quantité de Ca2+ qui entre dans le bouton synaptique, qui elle-même dépend de la fréquence des potentiels d'action générés dans les axones du neurone moteur. Donc lorsque vous réalisez une contraction musculaire maximale, eh bien vous libérez énormément d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Attardons-nous maintenant sur les PPSI, donc potentiel postsynaptique inhibiteur, avec l'exemple d'un neurotransmetteur inhibiteur que nous avons présenté juste avant, donc le GABA. Le GABA, en se fixant sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, il ouvre des canaux ioniques chimiodépendants qui font uniquement entrer des ions chargés négativement, les ions chlorure notés
Cl-. Leur entrée massive dans le neurone postsynaptique, eh bien, elle provoque une hyperpolarisation locale, c'est-à-dire un PPSI. Les PPSI, à l'inverse des PPSE, eh bien, ils diminuent la probabilité qu'un potentiel d'action soit généré dans l'élément postsynaptique. Par contre, même principe que pour les PPSE, les PPSI sont des potentiels gradués, décrémentiels, avec donc une hyperpolarisation qui diminue en voyageant vers la zone gâchette. Aussi, le niveau d'hyperpolarisation généré par les PPSI va dépendre, comme pour les PPSE, du nombre de neurotransmetteurs GABA libérés dans la fente synaptique. Vous trouverez dans le dossier vidéo un résumé de ce que nous venons de voir. Intéressons-nous maintenant à la notion de sommation des potentiels postsynaptiques. Donc, comme nous venons de le voir, un PPSE unique génère un potentiel gradué, ce qui ne permet pas la génération d'un potentiel d'action au niveau de la zone gâchette. Toutefois, et comme je le rappelais tout à l'heure, et comme vous pouvez le voir sur ces images, la plupart des neurones reçoivent les synapses de milliers d'autres neurones présynaptiques. Ils intègrent donc simultanément de nombreux PPS sur différents sites des dendrites et du soma. Ces PPS, eh bien, ils s'additionnent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de sommation. Voyons maintenant comment ce phénomène de sommation fonctionne, sachant qu'il existe deux types de sommation. D'abord, la sommation temporelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un PPSE, il dure relativement longtemps. Donc, tout est relatif, évidemment. 15 millisecondes, ce n'est pas long, mais dans le domaine neuronal, ça l'est. Vous avez représenté, sur l'image de droite, un neurone qui reçoit deux PPSE au niveau d'une même dendrite. Si l'on se concentre sur le premier graphique, donc le petit a, on constate que les deux PPSE sont trop éloignés dans le temps pour s'additionner. Ainsi, ces PPSE génèrent des changements infraliminaires du potentiel de membrane. Toutefois, dans le graphique de droite, donc petit b, les deux PPSE ils sont très rapprochés dans le temps, de telle sorte que le deuxième PPSE atteint la zone gâchette avant que le premier PPSE ne soit terminé. Dans ce cas-là, eh bien, les deux PPSE s'additionnent, ce qui permet, dans ce cas précis, à la membrane d'atteindre le potentiel seuil et donc la génération d'un potentiel d'action. Il existe ensuite la sommation spatiale, qui, elle, est rendue possible par la génération simultanée de plusieurs PPS à différents sites du neurone. Donc vous avez sur l'image de droite un neurone qui reçoit deux contacts synaptiques. Le premier neurone, donc le plus à gauche, reçoit les contacts de deux synapses excitatrices qui permettent la génération simultanée de deux PPSE. Donc ces deux PPSE, ils atteignent la zone gâchette en même temps, ils s'additionnent et ils permettent la génération d'un potentiel d'action. Le neurone de droite, en revanche, il reçoit simultanément un PPSE d'une synapse excitatrice et un PPSI d'une synapse inhibitrice. Eh bien, que se passe-t-il dans ce cas? Le PPSI va annuler la dépolarisation engendrée par le PPSE, ne permettant pas la génération d'un potentiel d'action. Ainsi, si le nombre de PPSI reçus par le neurone est plus important que le nombre de PPSE, le neurone restera silencieux. Dans le même style, vous avez ici un neurone qui reçoit trois contacts synaptiques, donc les contacts A et B sont excitateurs, alors que le contact C est inhibiteur. Les contacts A et B, stimulés indépendamment, génèrent donc des PPSE, alors que le contact C génère un PPSI. Si les synapses A et B sont activées simultanément, alors la dépolarisation provoquée par la sommation des deux PPSE sera suffisante pour provoquer la survenue d'un potentiel d'action. En revanche, si l'on active les synapses A et C simultanément, le PPSI généré par le contact C va neutraliser la dépolarisation engendrée par le contact A, le neurone il restera alors au repos. Les PPSE et les PPSI, ils s'additionnent donc, mais qui fait les comptes à la fin? Eh bien, c'est le cône axonique, que j'ai appelé jusque la zone gâchette, qui reçoit l'ensemble des PPSE et des PPSI et qui détermine si oui ou non un potentiel d'action sera généré.
Prenons l'exemple du neurone moteur dans lequel les deux types de sommation, donc temporelle et spatiale, se combinent. Les potentiels d'action qui sont générés dans les neurones présynaptiques, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec le neurone moteur de la moelle épinière, ils permettent la génération de PPSE qui s'additionnent au niveau du cône axonique. En parallèle, ce neurone moteur, il reçoit des contacts d'interneurones dits inhibiteurs qui vont donc générer des PPSI. L'ensemble de ces signaux va alors être additionné au niveau du cône axonique, et si le PPS global est suffisant pour permettre à la membrane du neurone d'atteindre le potentiel seuil, alors un potentiel d'action pourra être généré. Rappelez-vous, je vous avais dit que le message nerveux était contenu dans la fréquence des potentiels d'action. Eh bien, plus le PPS global reçu au niveau de la zone gâchette est d'amplitude importante, plus la fréquence des potentiels d'action générés dans l'axone est élevée. Pour conclure cette partie du cours sur les signaux nerveux, vous avez pu vous rendre compte que le codage de l'information nerveuse est très complexe. Le neurone présynaptique, il code la formation en modulant la fréquence des potentiels d'action qu'il génère. Au niveau synaptique, c'est la quantité de neurotransmetteurs libérés qui est déterminante. Et comme nous venons de le voir, le neurone postsynaptique code le message nerveux en fonction du PPS global qu'il reçoit. Enfin, l'axone postsynaptique code l'information en fréquence de potentiel d'action.